Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 11e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libre en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. L'autrice à l'honneur aujourd'hui est Ève Guilloux. Née à Versailles en 1969, Ève Guilloux vit aujourd'hui à Saint-Albert en Dordogne. Enseignante, directrice de casting, scénariste, elle est aussi romancière et autrice de récits. Nous allons découvrir ensemble l'introduction et les premières pages de son récit intitulé « Les Immobiles » aux éditions Marsa Publications. Introduction. Il n'y a plus de vacarme, plus de vanité, plus de faux-semblants, plus de corps obligés. Je crois bien aussi qu'il n'y a plus de rues empruntées, plus de voitures, plus de cris d'enfants joyeux. Les engueulades se passeront d'oreille à oreille, attentives. Les drames et les joies doivent se jouer en intérieur. C'est l'heure du confinement. Un virus se propage et notre gouvernement nous demande de nous enfermer, de nous terrer, de nous protéger les uns des autres. Ne plus toucher, ne plus embrasser, garder nos distances, n'offrir nos sourires ou nos peines qu'à travers les écrans magiques censés nous relier, mais qui nous isolent encore davantage. On nous dit qu'on est en guerre, on nous parle de couvre-feu, et soudain je me dis que les isolés, les morts de trouille, les immobiles vont crever tout seuls chez eux. Comme je peux crever toute seule chez moi, dans cette maison qui nous a choisis, parce que mon fils y a trouvé une âme. 300 ans d'histoire d'avant la nôtre, des milliers d'aventures, des murs suintant la sueur, l'odeur des bêtes qui réchauffaient l'hiver, habitat partagé. Une âme sans doute. J'y ai croisé beaucoup de fantômes dans cette maison isolée, au cœur d'une nature à peu près sauvage. Au loin, à 200 mètres, les aboiements d'un chien invisible maintenu enfermé, des hurlements à mort, à fendre les pierres pourtant solides. Un chien dont je ne connaîtrai jamais le nom, attaché tout au long du jour, comme toutes les heures de la nuit. Il était devenu fou dangereux, me lâche un jour mon voisin. Propriétaire terrienne, d'une terre qu'on n'a jamais rêvé de posséder et qui, aux yeux des autres, suggère une réussite, un statut social, un respect. Personne ne se dit alors que ça pourrait être aussi l'aveu d'un échec. Maison, aux murs immenses et aux pièces vides, presque aveugles. En lieu de fenêtres, des meurtrières. Habiter en rez-de-chaussée, offerte à portée de main des fous, c'est pourtant là que j'ai posé mes valises. Réclusion consentie dans cette âme-là qui n'est pas la mienne. Nous sommes en guerre. S'enfermer encore un tout petit peu plus. Mon restaurant doit fermer. Je ne travaille plus. Le quotidien change de fuseau horaire, de texture. Plus rien à faire. Disposant de ma caméra, de beaucoup de temps, et de peu de kilomètres, j'irai toquer aux portes. Les anciens, comme ils disent. Ces voisins discrets qui ne m'ont inspiré jusqu'à présent qu'une vague indifférence. Envie de prendre la tangente, sans but précis, l'air de rien. C'est aussi le contraire d'habiter sa maison sans blesser personne. Prendre la route vers les ruelles du village déserté, tourner à droite vers un chemin jamais emprunté, découvrir un lieu-dit comme partir en voyage. Habiter dehors lorsque tout le monde est réfugié dedans. Partir découvrir, partir comme ça, pour rien, pour ne pas suffoquer la tête dans un sac en plastique.
Moi qui viens de la ville, la grande, la capitale, j'y avais pourtant consenti. Nous sommes en guerre. Putain de menace. Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse le pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité immédiate, pressante. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Fermer, pour s'enfermer, une envie soudaine d'aller toquer aux portes, d'aller respirer encore un peu, voir si l'herbe est plus verte ailleurs, si l'oiseau chanteur à l'abri des hommes a formé sa nouvelle chorale. Que l'on m'accorde ce sursis. Ça fait maintenant presque 10 ans que je vis ici en me demandant pourquoi pas ailleurs. Alors, ces vieux qui sont là depuis le début, ces vieux qui n'ont probablement jamais vu autre chose que leur salon, ni vécu d'aventure au-delà de leurs fenêtres, à peine une histoire au détour d'une ruelle, ces vieux qui se connaissent depuis l'enfance, qui n'ont de secret pour personne, qui se sont vus naître, grandir, s'aimer aux yeux de tous, se désaimer sur la place du village, qui sont restés malgré eux, malgré tout, comme des acteurs d'une pièce qui dure une vie, sur un plateau avec un 4e mur. L'enfermement semblait déjà là, dès le départ. Comme je m'y suis engouffré, un mois de novembre sombre et gris, le haut-parleur de la gare d'Austerlitz annonçant mon départ, je suis monté dans le train pour cette putain de campagne, au milieu de tous, mais surtout au milieu de rien. Nu et vierge à nouveau, j'allais m'enfanter au cœur des regards qui scrutent, au bruit des paroles qui se murmurent, offrant ma nuque aux rumeurs qui se propagent. Tour à tour, héroïne ou personnage secondaire, figurante aussi parfois. Un village comme un film à lui tout seul. Alors désobéir enfin, se révolter un peu, exploser les verrous, juste pour voir si la catastrophe va advenir, franchir la porte, aller tout droit ou dans n'importe quelle direction, sur les chemins ouverts vers ceux que je ne connais pas encore. Changement de comportement, décalage des fuseaux, nouvelle rotation de planète, changement de nature, redécouvrir la mienne, hygiène mentale. Départ, Saint-Albert, Périgord, 791 habitants. Cet hiver, devant mon feu, j'ai pensé à l'autre couvre-feu, sous l'occupation, il y a 80 ans, et à tous ceux qui l'ont connu ici. Sont-ils encore vivants? Sont-ils encore de notre monde, qui n'est déjà plus le leur? Figés, reclus, ils sont immobiles, comme l'est la nature en ce moment, branches se courbant sous le poids du gel qui les contraint, immobiles, comme ce brouillard qui écrase le monde et qui peu à peu le fait disparaître ou apparaître par vagues au gré du vent. Nature confinée, corps empêchés qui se dérobent, un genou qui se fait la malle, une hanche en plastique qui se fendille, peut-être même 2 d'ailleurs. Dos courbé, bouche muette, s'ouvrant à peine le temps d'une réponse au jeu des 1000 €. Le jeu écouté depuis l'enfance sur France Inter. C'était les 1000 francs avant. Voilà combien coûte le prix du pain aujourd'hui. Confinement vécu comme un huis clos, dans leur maison, au plus profond de leurs os, squelettes sensibles, vers fragiles. Hors du monde, immobiles à l'intérieur de leurs propres frontières, leur corps, leur maison, leur village. Ils se regardent un peu. Regard furtif. Un geste de la tête vers leurs doigts recroquevillés, peau sèche et rides nouvelles. Et malgré tout, il faut encore s'habiller. S'habiller pour paraître, pour donner le change, pour pouvoir encore se regarder un peu. Parce qu'on est peut-être vieux, mais pas encore mort. Faire. Continuer à faire.
Alors se raser devient soudain la preuve matérielle qu'on fait encore partie des vivants. Se maquiller, un pied de nez pour sauver les apparences, pour oublier ce couvre-feu qui empêche, ce confinement qui isole, parce qu'il faut bien se regarder dans la glace, parce qu'il va bien falloir tenir. Demain, il faudra recommencer. Pour une fois, qu'on soit jeune ou vieux, campagnard ou citadin, aujourd'hui, on est tous à peu près à égalité, tous assignés à résidence. L'immobilité est partout. Mais c'est vrai qu'à la campagne, il y a les jardins. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermés depuis ce jour. Merde. Ils vont faire comment, les enfants ? Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Merde. J'avais fait des courses. Un groupe avait réservé son omelette aux truffes. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions. Ah bon ? C'est la France qui a pris la décision ? Décisions évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires en temps de paix. Elles ont été prises avec ordre, préparation, sur la base de recommandations scientifiques, avec un seul objectif, nous protéger face à la propagation du virus. De nous terrer, vers de terres et limaces dans nos appartements, studios, chambres, au mieux dans nos maisons, maisonnettes, pavillons, jardins, sans doute encore quelques abris sous roches, en Dordogne, nous pourrions encore croiser Cro-Magnon. Loin de la ville, à la campagne ou dehors, c'est encore chez moi. J'ai cette chance-là, mais plus la chance de l'échange. Mon nez ne pourra plus sentir l'odeur des êtres, les parfums des femmes, la sueur des hommes ou leur aftershave. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, et qui progresse. Interdite de rencontre, de tailler la bavette derrière mon comptoir, avec les saints comme avec les salauds, les ordinaires et les nantis, les jeunes et les esquintés. Enfermé. Pourtant je n'ai commis aucun crime. Je sais, chers compatriotes, pouvoir compter sur vous. Vive la République! Vive la France! Amen. Guerre, confinement, couvre-feu. Impression que l'ennemi, quand même, c'est un peu moi. Potentiellement moi. L'enfer, c'est les autres. Mon petit restaurant fermé, 800 grammes de truffes dans mon frigo, pour un dîner qui n'aura jamais lieu, réservé sans art. Que des noms rayés dans le carnet de réservation. Des bidons de lait et de crème ouverts. Je rapatrie tout à la baraque. De quoi s'éclater la panse avant les kilos de mon chéri que ma belle-sœur s'obstinera à apporter pour Noël. Mon foie hurle déjà à la mort. Chapitre 1. Aujourd'hui, le temps est gris. Il l'avait dit à la radio. J'embarque dans ma petite voiture, caméra collée sur un pied à main ou une main au pied, tellement je m'excite à l'idée de sortir de chez moi. Espérons que je ne vais pas me mélanger les pédales lorsque je vais les interroger, paniquer à l'idée de les importuner. Vont-ils répondre à mes questions indiscrètes, se dévoiler, face à moi qui ne suis qu'une étrangère, une femme et une Parisienne ? Moi qui vais leur demander de me raconter leur vie, les draps froissés ou repassés, les enfants chéris ou les non désirés. Presque une folie. J'attends qu'ils me dévoilent la grande histoire. M'en livreront-ils au moins des bouts ? Mais les grands bouts, c'est bien aussi. Surtout, me concentrer, ne pas trop parler, mais ça, pour moi, c'est compliqué. Guibert. C'est ma première rencontre, ma première visite. Guibert n'était jusqu'à présent qu'une ombre que je croisais rapidement sur le marché du lundi matin lorsque je m'approvisionnais en légumes frais et fromage bio.
concentré sur les plats à préparer pour le menu du jour, la tête déjà dans les marmites, le cœur verrouillé, surtout ne pas penser que je pourrais ne pas y arriver. Le trac de celle qui joue à la cuisinière. Guibert, dos courbé, chien en laisse, caddie à roulettes, passait. Je ne connaissais ni le son de sa voix, ni ne savais qu'elle vivait en voisine à 2 numéros de chez moi. Si loin, si proche, n'est-ce pas, Vim ? Je marque l'étonnement, surjoue un peu, donne un mot pour qu'il m'en offre 1000. Je n'ose planter mes yeux dans l'œilleton de la caméra, de peur qu'il pense qu'il ne m'intéresse plus. Je vois que, lorsque mes yeux se baissent, leur parole s'éteint un peu. Alors, vite, je les relève. Mais je perds le cadre. Une main gauche, 2 mains gauches, et mes yeux qui guettent, impatients, leurs histoires. Guibert a 91 ans. Elle me reçoit sans chichi. S'installe où je le lui demande pour éviter le contre-jour, s'exécuterait sans peine s'il n'y avait pas son dos. Pas besoin de faire connaissance, elle me connaît. Elle pourrait même me donner le compte des clients de la saison passée et me dire l'heure de mes couchers. Elle est mon agenda, ma mémoire échappée. Mais ça, elle ne me le dit pas. Elle est finaude, et je ne l'impressionne pas. C'est dans son salon, propre et ordonné, que nous nous installons, masque sur le nez. Rien ne traîne, tout est parfaitement épousseté, même les fruits dans leur corbeille, pourrait-on croire. Je veux la rassurer, mais elle n'a pas peur. D'ailleurs, sa parole est fluide, sans que j'aie besoin de la relancer avec des questions. Elle enchaîne comme le diamant sur le sillon d'un 33 tours quand le bras du manche-disque s'est posé. « Allez, venez vous asseoir à ma table. » C'est la gouaille d'une piaffe de province. A-t-elle peur du couvre-feu, du virus ? Non, elle n'en a rien à foutre. Par contre, elle trouve que son village se meurt, encore plus, lui qui mourait déjà avant le Covid. Le lundi au marché, il n'y a presque plus personne. Alors, avec ce confinement, c'est encore pire. Dans l'ensemble, ça fait encore plus mort, dit-elle. Je pense. C'est aussi parce que c'est elle qui vieillit, peut-être. Elle aimerait bien qu'on arrête avec cette histoire-là, la pandémie. Surtout que sa fille en a une peur bleue. Guibert la rassure à sa manière, c'est-à-dire sans manière. Tout le monde ne va pas mourir le même jour et il en restera bien assez pour en faire d'autres. C'est à la mairie, dit-elle, d'envoyer les papiers pour la vaccination. C'est pas à elle d'aller piailler. Elle attend qu'on lui dise. Elle n'est pas le genre à mendier. On dirait qu'elle m'engueule. Mais quand elle voit que je me fais toute petite, elle me sourit aussitôt. Elle sait qu'elle fait partie des gens à risque. Elle est dans le quota. Mais bon, elle sait aussi qu'elle peut ne pas se réveiller demain, alors elle n'en a rien à foutre. Et elle rit, comme si elle se fichait de sa mort prochaine. Les dés sont jetés. Avec Guibert, je comprends que nos discussions ne vont pas être tristes, qu'elle a des choses à raconter, et qu'elle ne prendra pas de pincettes. Et puis aussi qu'elle profite de ma présence, qu'elle ne doit pas avoir beaucoup de gens avec qui échanger, surtout en ce moment. Il y a bien le téléphone, mais c'est pas pareil. Je suis la petite nouvelle dans sa vie, celle qui fait passer les journées trop longues et avec laquelle on évoque les souvenirs. Elle profite et provoque de ses yeux rieurs, paroles acides, rires tonitruants. Elle vérifie. Je ne suis pas dupe, mais toujours preneuse. Encore des pièces dans ma poche pour une autre partie. Boule de flipper et extra balle. Guibert n'est pas une bourgeoise. Même qu'elle était couturière. Et, comme toutes les filles qui n'étaient pas bien nées, faisait la bonne en renfort les soirs de réception au château d'à côté, à la pommerie, pour arrondir ses fins de mois. Des Célestines, des femmes de chambre, bonnes à tout faire à l'époque, au début des années 50. Le village en enfantait chaque jour. On était Célestine de mère en fille, et il fallait faire attention à ses fesses. De toute façon, on ne sortait pas de sa classe sociale. Rien de nouveau sous le soleil, ni dans le brouillard des classes sociales qui ne se confondent jamais. Guibert ne retient pas ses coups de griffe, parce qu'elle sait que je les comprends. Elle sent que nous venons toutes les deux du même milieu, même si les choses ont un peu changé. 2 générations nous séparent. Sans avoir besoin de se le dire, sans se plaindre de quoi que ce soit, nous savons, elle et moi,
que nous nous sommes lavés dans la même bassine, que nous avons pissé dans la même cabane au fond du jardin. Pas de ceux qui ont enfourché le tigre, comme l'a dit notre président. Son prédécesseur, lui, avait parlé des 100 dents. Mais Guibert en a fini avec la honte. Elle a l'âge de ma grand-mère maternelle, que je n'ai jamais vue depuis la nuit des temps. Celle qui vit toute seule dans le sud de la France, dans un petit hameau de pavillons jardinés qui se ressemblent tous, où on peut bien crever un dimanche ou un lundi, parce que tout le monde s'en fout. Ma grand-mère regrette son HLM et ses copines de palier. C'est mon grand-père qui, à la retraite, avait voulu faire construire au soleil, comme on dit. Cette grand-mère qui m'a un peu, beaucoup élevé les jours de vacances scolaires, et plus encore les jours difficiles, on dit qu'elle préférait les filles. Je l'appelle de temps en temps, même si parfois ça poisse encore un peu, ça suinte les moches souvenirs par tous les pores de ma peau. Les souvenirs, il y en a aussi des bons, ça équilibre, faut reconnaître. Maintenant, elle est toute seule depuis la mort de ses maris, le premier, le deuxième, et celle de son fils, qui était aussi mon père. Les vivants de la famille, je crois, ne souhaitent plus tellement la voir. Alors, je l'appelle tous les dimanches, ou presque, un petit coup de fil qui lui fait une semaine. Derrière Guibert, une horloge ancienne adossée à une poutre en bois noircie au brou de noix égrène les heures. Sur la table du salon, orange, banane et vitamines. Des illustrations anciennes en noir et blanc, encadrées d'un liseré doré, sont accrochées dans la montée de l'escalier d'un bois aux couleurs plus douces. L'horloge sonne l'heure, celle du début du couvre-feu. À l'extérieur, le soleil s'est déjà couché. Je vérifie l'heure sur mon téléphone. Je suis hors la loi depuis déjà plus de 30 minutes. Il faudrait que je parte, que je range ma caméra, mais Guibert est lancé. Je l'interromps tout de même, lui dis qu'on pourra se revoir, mais que je suis coupable. Mon attestation de déplacement dérogatoire n'est déjà plus valable. Elle me répond « Pas d'inquiétude, les cognes sont déjà rentrés chez eux pour l'apéro. » Chez Guibert, les clichés ont la vie dure. Je comprends ce que cogne veut dire, même si je n'ai lu aucun San Antonio. Je m'étais essayé à la lecture de l'auteur fétiche de mon père à l'âge de 5 ou 6 ans. Je n'avais pas compris un seul mot. Et frustré, m'énervant à me trouver complètement nulle ou encore trop petite, j'avais aussitôt refermé l'ouvrage, doutant tout à coup de mes capacités de lecture. J'ai détesté San Antonio, moi qui crânais avec mes livres. On me fichait la paix des jours entiers, enfermé dans les chiottes ou écroulé dans les couloirs, à tabler dans les cuisines ou planqué dans les tentes à lire toute la journée. C'était ma paix à moi. Dépité, je suis retourné à Toto qui était mieux écrit. Je préférais sa voiture rouge à la couverture noire des livres de mon père. Et puis, sur les étagères, Fantomette me faisait déjà de l'œil. Après la bibliothèque rose, à moi la verte. Mais les flics, ceux qui cognent, poursuit Guibert, me donnant des leçons de vocabulaire. Le ton est donné, et elle ne veut pas leur laisser 135 € d'amende pour non-port du masque obligatoire. Alors, pour faire genre et surtout des économies, elle le met les jours de marché. Dehors, c'est déjà la nuit, et il n'y a rien à craindre. Il suffit d'écouter le silence de la rue. Dehors, il n'y a rien, ni personne. Les portes sont closes, juste des fils diffus de lumière qui laissent deviner timidement, derrière les volets fermés, quelques présences humaines. Même les filaments des lampadaires vacillent, ne sachant pas s'ils sont autorisés à éclairer les rues désertes, offertes aux nappes de brouillard épais qui enveloppent tout. Au loin, les ululements étranges d'une chouette, un mâle poussant ses « ouh, ouh » sonores. Je n'ai pas de sel dans les mains, j'espère pourtant éloigner le malheur dans cette obscurité. J'engage la voiture le long du chemin au milieu de la forêt de chênes, de frênes, d'acacias et d'autres arbres encore dont j'ignore les noms. Dépassant la maison de mon voisin, le chien hurle au passage de ma voiture. Je le sais et je n'ai toujours pas demandé à mes voisins comment ils s'appellent. Je ne connais que les noms des lapins que Paulette exécute pour le civet du soir. J'ai éteint la radio. Ça me rassure de savoir d'où viennent les sons, de les comprendre, de les apprivoiser, toujours à l'affût pour éviter les balles.
pour tromper ma trouille qui va durer tout le trajet jusqu'au retour à la maison. Encore un bois à traverser, un chemin bordé de ronces et sortir de sa caisse accompagné par les ombres gigantesques des tilleuls immenses, fantômes les nuits de pleine lune. Alors, je me refais les dialogues d'avec Guibert et me plais à imaginer ma rencontre de demain, celle d'avec Lulu. Vous venez d'entendre les premières pages du récit Les Immobiles d'Ève Guilloux aux éditions Marsa Publications que vous pouvez vous procurer en librairie sur commande. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous êtes autrice ou auteur de textes et que vous aimeriez les entendre lire à cette antenne, ou si vous souhaitez me recommander des autrices et auteurs locaux et contemporains, vous pouvez contacter RLP par mail à l'adresse radiolibreempérigord@gmail.com, radio et libre étant au pluriel, ou par téléphone au 05 53 46 80 24, où vous pourrez laisser un message en précisant le nom de l'émission Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.